Pascal, bonjour. Salut tout le monde. On peut dire le collectif Vigimedia. Ouais, c'est ça, Vigimedia. C'est la première fois que je m'exprime officiellement devant ta caméra. Sinon, tu as déjà pris le micro? Ouais, j'ai déjà pris le micro. On peut rappeler qui est Vigimedia et pourquoi, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. Oui. Vigimedia, ça a commencé pas avec cette étiquette, mais en 2015. En fait, la première s'est faite devant BFM et il y avait déjà cette conscience qu'il y a ce quatrième pouvoir, qui est le pouvoir des médias, qui a une influence sur l'ensemble en fait, de la population française et notamment sur le côté politique. On était déjà conscient à l'époque que les résultats des élections, notamment présidentielles, correspondaient directement en fait, à la quantité de passage en fait, de chacun des candidats dans les médias. Et donc suite à ça en fait on a continué régulièrement à se faire des manifestations devant les médias dans un premier temps pour essayer de les aborder et de discuter avec eux, et notamment du fait qu'ils délivraient une information qui allait seulement dans un seul sens, et notamment il y avait des personnalités que nous on découvrait sur internet qui n'étaient jamais invitées sur les grands médias, et on avait envie de leur en faire part. En 2018, on a essayé de professionnaliser un petit peu plus le truc, dans le sens où jusque-là on n'avait pas de nom, mais c'était déjà vraiment l'esprit gilet jaune avant le début. Et en 2018, avant l'arrivée des gilets jaunes, en fait, on avait monté un projet qui s'appelait Prenons l'antenne, qui visait justement à organiser des manifestations devant les médias. Notamment les médias publics, parce que, petit rappel, il y a les médias publics, les médias privés. Les médias publics, c'est nous qui les finançons avec nos impôts. Donc d'une certaine façon, ils nous appartiennent. Et on remarque que l'opinion en fait, qui est délivrée dans ces médias ne représente pas forcément l'opinion de la population française. Et donc, de par ce côté finalement qui devrait être démocratique, dans le sens où on devrait avoir toutes les voix qui puissent s'exprimer. Et c'est important d'ailleurs pour une démocratie en fait, de pouvoir entendre des avis opposés. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bulles avec Internet, dans lesquelles on se perd dans des univers entre guillemets qui nous caressent dans le sens du poil. Mais finalement, la télévision, c'est ça depuis le début en fait. Il y a une information qui suit on va dire une certaine idéologie qui varie évidemment au fur et à mesure des époques, donc qui est tout à fait politique, que ce soit pour les médias privés, que ce soit pour les médias publics. Et donc je ne sais pas où je vais en venir. Et oui, donc voilà, ça a forcément une influence sur la pensée globale du peuple. Voilà, il y avait ce mouvement Prenons l'antenne. C'était pas encore le moment. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette pression populaire qui était là. Enfin, moi, je sentais que ça bouillonnait de l'intérieur. Les gilets jaunes n'étaient pas encore arrivés, mais ça devait arriver. Et voilà, ça s'est fait un petit peu avant ce moment-là. Et puis, il y a eu cette explosion des gilets jaunes, avec ce que vous avez tous suivi. Et ce qui était très intéressant avec les gilets jaunes, c'est que, à la base, moi, personnellement, je m'attendais à une explosion de plus de colère, qui allait simplement être là pour manifester sa colère et ne pas aller plus loin. Et contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il y a eu deux effets extrêmement positifs. Un, c'est que c'était vraiment partout en France. Ça, c'est vraiment un truc énorme. C'était pas un petit truc parisien qui se faisait comme ça. La prise des ronds-points, c'était vraiment partout. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Et la deuxième chose, en fait, c'est que très rapidement, les manifestants se sont intéressés à d'autres choses que simplement le pouvoir d'achat. Alors c'est très important, le pouvoir d'achat, si on ne peut pas finir le mois, en fait on ne peut pas réfléchir à d'autres choses. C'est très prenant et il y a beaucoup de souffrance en fait, même en France qui est censé être un pays qui est très riche. Alors nous, là on est sur la région parisienne, et c'est quand même là où il y a toutes les richesses. Il
y a aussi beaucoup de pauvreté. Hein. Ici, à Paris, malheureusement, on prend le métro, on voit des pauvres tous les jours, et de plus en plus. Mais voilà, la France, c'est pas que Paris, et justement, souvent les médias vont rapporter tout ce qui se passe sur Paris, alors que la France, c'est un territoire très grand et très riche. Voilà. Donc il y avait ceci, et donc cette réflexion sur notamment la démocratie qui a monté, et un véritable travail, c'est-à-dire que beaucoup de manifestants ont commencé à passer du temps à réfléchir à pourquoi en fait on en est là, et plutôt que de s'attaquer aux conséquences, essayer de chercher les causes. Là-dessus, il y a notamment Étienne Chouard, qui s'était fait connaître, lui, à l'époque du référendum avec l'Union européenne, donc en 2005, il me semble, qui a ensuite commencé à réfléchir justement à la démocratie et qui a pu instruire, en fait, poser des bonnes questions et laisser les gens travailler sur qu'est-ce qu'on veut en termes de pouvoir et notamment en termes de démocratie. Et beaucoup de personnes qui sont devenues gilets jaunes se sont rendus compte à cette époque que en fait on n'était pas en démocratie et que pour se libérer de ce problème, l'idée c'était de reprendre les rênes par nous-mêmes. Il y a eu un autre constat qui s'est fait aussi, alors peut-être de façon moins importante, mais c'est le problème de la souveraineté. En fait, on peut le voir sous deux aspects. On peut voir la souveraineté du peuple, donc finalement, ça serait la véritable démocratie, dans le sens où on arrête d'élire, c'est-à-dire de prendre un chef qui va décider tout à notre place, et on va voter. Mais on peut le voir aussi en termes internationaux. Et là, donc, ça va être la souveraineté internationale. Et donc, beaucoup de personnes, pas tous, se sont rendus compte que il y avait ce problème notamment de l'Union européenne, du mondialisme, qui, d'une certaine façon, en fait, nous guide vers une idéologie qui va ni dans le sens des populations françaises, ni dans le sens du pays. Et on voit le pays qui dégringole de plus en plus. Donc ça aussi, ça a été une révélation pour beaucoup de personnes à cette époque. Là, j'imagine que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes déjà fait traiter de complotiste, qui est le mot à la mode. Alors là-dessus, c'est intéressant en fait. Ce mot-là, c'est un mot qui est fait pour balayer d'un revers de main tout argument en fait qui va arriver. Et il y a une personne qui s'appelle Haupt, je me souviens plus de son prénom, qui a inventé le terme de complot-sophisme. Donc en fait, ces deux termes, c'est le mot complot et le mot sophisme, et qui vise justement à montrer en fait ces personnes qui sont là pour attaquer en fait et balayer d'un revers de main ces arguments et éviter en fait tout débat. Donc eux, ils ont ce mot complotisme qui nous sortent, et nous on peut leur sortir complot-sophisme. Alors c'est pas forcément un mot évident à sortir comme ça, donc n'hésitez pas à le répéter pour qu'il sorte de façon plus naturelle, et que voilà, ces deux mots bêtes puissent s'annuler et qu'on commence enfin à discuter des vrais arguments. Et donc dernière chose que je voulais dire aussi sur les gilets jaunes qui était intéressante, c'est que sur le début des gilets jaunes et pendant assez longtemps, en fait on a laissé complètement tomber les étiquettes politiques. Donc c'était un mouvement qui était complètement apartisan. Alors évidemment, on ne peut pas tout balayer d'un revers de main sur la droite, la gauche, mais c'est quand même des concepts très flous, et surtout c'est des concepts qui nous piègent. Dans le sens où dans la droite, dans la gauche, en fait, on va vous créer des sortes de paquets cadeaux avec plein de choses dedans. Et parfois, en fait, vous pouvez être d'accord avec certaines choses de droite et certaines choses de gauche, et on vous oblige finalement à choisir un camp. Et de plus en plus de personnes finalement se sont rendues compte que, en termes d'axe de réflexion politique, on était plus sur le côté entre guillemets protectionnisme, pareil, qui est un mot qui a été détourné de son sens et qui est sali, mais si on pourrait utiliser le mot souverainisme finalement, dont je parlais tout à l'heure, être capable de reprendre les manettes de son pays et d'avoir sa propre politique, prendre ses propres décisions plutôt que de se laisser guider par autrui, face au mondialisme, où justement il y a cette ouverture totale et finalement le marché qui gère tout,
qui finit par tout gérer, au-delà des États. Donc ça, c'est un axe de réflexion politique que beaucoup de gilets jaunes aussi ont compris et ont ajouté en fait à leur logiciel de réflexion. Évidemment que les médias n'ont pas du tout répercuté. Alors pendant la crise des gilets jaunes, et bon, de façon générale, c'est triste parce que les médias se concentraient sur les poubelles qui brûlaient, sur les violences. Oui, alors c'est important évidemment de parler des violences, mais le message il passe toujours à la trappe. Et c'était un message extrêmement puissant qui a fait le tour du monde. Voilà. Et donc Vigimedia, lui en fait, en termes de nom, c'est créé, ça fait 1 an et demi officiellement. Donc c'est dans ce contexte aussi des gilets jaunes. Pour la plupart, on était gilets jaunes. Tout le monde ne l'est pas complètement. Vigimedia, c'est pas un mouvement de gilets jaunes en lui-même, ça va au-delà. On appelle vraiment tout le monde à s'intéresser sur ce combat contre les médias dominants. Et là-dessus, en fait, il y a plusieurs axes en fait, qu'on essaye de mettre en place. Évidemment, il y a tout l'axe de dénonciation. Alors, d'un côté, le fait d'avoir des milliardaires qui détiennent la presse, donc ce côté d'une idéologie qui est véhiculée finalement par ce qu'on appelle le 5e pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir financier de ceux qui ont de l'argent. Et en termes de pouvoir, moi je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment ce pouvoir financier qui est au-dessus de tous les autres. Parce que c'est lui qui va financer les médias, même à perte, c'est-à-dire qu'ils vont perdre de l'argent, mais pour avoir de l'influence sur le peuple. Mais d'un autre côté, c'est aussi eux qui achètent les politiques. Alors que ce soit directement les aidant à financer leur campagne. Les médias? Non. Ceux qui détiennent les médias? Non, les financiers, enfin le pouvoir financier entre guillemets. Oui, ceux qui ont de l'argent. Donc c'est eux qui détiennent le 5e pouvoir, détiennent le 4e pouvoir, le pouvoir médiatique, ainsi que, on va dire, le 3e pouvoir, on va l'appeler comme ça, qui est le pouvoir, on appelle ça l'exécutif, en finançant leur campagne. Mais aussi tout ce qui est réseau, évidemment, ça ce qui se voit pas, il y a beaucoup de liens d'intérêt qui existent. Et ce pouvoir exécutif lui-même, il est au-dessous des médias également parce qu'il a besoin des médias pour se faire élire. Au-dessous? Au-dessous. Au-dessous. Donc en fait, vous avez au-dessus le 5e pouvoir, les financiers, qui eux achètent les médias et font élire les politiques en les finançant et en les médiatisant. Vous avez l'exécutif et au-dessous, vous avez donc les deux autres. Le législatif, alors pourquoi il est au-dessous? Parce que l'exécutif, lui, peut dissoudre le Parlement. Et il peut faire passer toutes les lois qu'il veut avec le 49.3. Il y a un autre article aussi dont je ne me souviens pas, mais qui peut être utilisé également pour finalement faire passer ce qu'ils veulent. Et d'un autre côté, le judiciaire, il est aussi un peu au-dessous dans le sens où c'est quand même l'exécutif qui nomme le garde des Sceaux. Et tout ça encore sans oublier les réseaux invisibles qui sont derrière de copinage, qui font que tout ce système est bien huilé pour toutes ces personnalités, mais qui fait beaucoup de mal au peuple. Donc je ne sais plus pourquoi je parlais des pouvoirs, donc forcément oui, les médias, c'est le 4e pouvoir. Et dans le cadre d'une démocratie, d'une véritable démocratie qu'on appelle de nos voeux, ce pouvoir doit véritablement être... on peut partir quand vous voulez. Et donc, ce pouvoir doit vraiment être repris en main par le peuple, dans le sens où, quand bien même on aurait le référendum d'initiative citoyenne, et là aussi c'est quelque chose de très intéressant que les Gilets jaunes ont fait monter. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, ça pourrait revenir, parce que moi je ressens un peu la même pression qu'il y avait en 2017-2018.